Assalamu alaikum warahmatullah. Docteur Shogel Kokalamega, à la demande des familles fondatrices de Bamako, l'imam Mahmoud Diko, accompagné de certains représentants du M5 RFP, leur a rendu une visite d'échange. Qu'est-ce qui s'est passé? Les familles fondatrices de Bamako ont demandé de manière expresse à rencontrer l'imam Mahmoud Diko, autorité morale du M5 RFP, ce vendredi 3 juillet 2020 à 16h30. Diko nous a fait l'honneur de l'accompagner avec l'ambassadeur Suleiman Kone, tous membres du comité stratégique du M5 RFP. À l'entame des débats, les familles fondatrices de Bamako ont indiqué qu'elles souhaitent en savoir plus sur ce qui se dit, sur ce qui se prépare, sur ce qu'il en est de la situation réelle au Mali. Il y a beaucoup de choses qui se disent dans la presse, dans les médias, dans la rue, dans les marchés, dans les quartiers. Ils veulent savoir de source A, de la bouche de l'imam Diko, de quoi il s'agit. Et qu'en est-il à la date d'aujourd'hui? L'imam Diko, ayant pris la parole, a fait un long développement de près de 45 minutes dont je vais résumer les grandes lignes. Premièrement, l'imam Diko a indiqué que le Mali est aujourd'hui menacé dans son existence. De l'indépendance à aujourd'hui, il y a eu 4 changements de régime. De 1968 à 69, de 60 à 68, disons, le président Modibo Keïta a dirigé le Mali, il y a eu un coup d'État en 1968. C'est le pouvoir qui a été renversé, le gouvernement. Mais la nation et l'État malien ont demeuré. En 1991, le président Moussa Traoré a été renversé à la suite d'une insurrection parachevée par un coup d'État militaire. Insurrection qui mobilisait certainement moins de monde, beaucoup moins de monde qu'aujourd'hui. Moussa a été renversé, le pouvoir est tombé, mais l'État et la nation malienne sont restés. Amadou Toumani Touré a été renversé en 2012. À la suite de son renversement, le bateau Mali a tangué, mais il n'a pas coulé, grâce au bon Dieu, aux bénédictions des uns et des autres, et à l'appui de la communauté internationale. Aujourd'hui, la question qui se pose, ce n'est plus une question de pouvoir ou d'un gouvernement. C'est l'existence même de l'État malien qui est en cause. C'est la disparition qui menace la nation malienne. Et pour illustrer ses propos, il a dit ceci. Il dit que lorsqu'Ibrahim Bokar Keïta est arrivé au pouvoir en 2013, il a trouvé un accord négocié par la CEDEAO. Cet accord s'articule sur 3 points. Premièrement, l'élection présidentielle, à la suite de laquelle Ibeka a été élu. Deuxièmement, 60 jours après son installation comme président, d'engager des négociations avec les mouvements armés. Troisièmement, chercher le cantonnement et le désarmement des mouvements armés. Il dit qu'à la date d'aujourd'hui, à part le fait qu'il a été élu, qui a été organisé par d'autres, aucun de ces engagements n'a été respecté. Une fois installé au pouvoir, la première des choses qu'il a dit, c'est qu'il ne négocie pas avec les rebelles. Tous les Maliens l'ont entendu. Il est allé de ruse en ruse, de plan en plan, jusqu'à nous retrouver en 2014 avec la catastrophe de Kidal. Au moment où Moussa Mara arrivait à Kidal, un samedi,
lui, l'imam Diko, se trouvait à Kidal. Il a discuté avec la haute direction de la SEMA, avec les notabilités de Kidal, et il leur a demandé de laisser la mission du Premier ministre Moussa Mara se dérouler. C'est un chef de gouvernement qui veut venir voir son administration. C'est tout à fait normal. Mais le lendemain, à l'aube, après lui avoir donné leur accord, les notables de Kidal et les dirigeants de la SEMA, après lui avoir donné leur accord, sont revenus le voir la nuit pour dire « Imam, attention, nous vous avons donné notre accord, mais il y a un complot qui se prépare contre nous, qu'Ibeka est en train de préparer avec Moussa Mara. » Ils ont mobilisé plus de 1500 militaires qui doivent prendre Kidal d'assaut et nous éliminer. À partir de ce moment, il y a une trahison qui se prépare. Nous ne sommes pas d'accord avec cette visite. Il dit qu'immédiatement, il a chargé l'ex-ambassadeur El Oumrani qui était avec lui à Kidal d'appeler le directeur de cabinet du président de la République, Mamadou Camara, pour lui dire de tout faire pour surseoir à la mission de Mara, de tout faire pour annuler ce supposé assaut qui est préparé contre Kidal. Pour toute réponse, le directeur de cabinet du président lui a dit il n'en est pas question. Cette fois-ci, ça passe ou ça casse. Ce sont ces termes. La suite est connue de tout le monde. Plus de 150 militaires tués. Tous les administrateurs assassinés. L'État a tout perdu. Le Mali est parti dans le tout. Il est allé à des négociations pendant 8 mois pour avoir l'accord issu du processus d'Alger. Cet accord aussi, il a été prévu de le mettre en œuvre pendant 2 ans. À la fin des 2 ans, rien. On est à la 5e année, il n'y a pas de résultat. Ce qui est grave, c'est qu'aujourd'hui, le Mali a perdu non seulement Kidal, mais l'État ne contrôle pas les 75% du territoire national. Pire, la guerre civile au centre du Mali, lorsqu'il en a eu des nouvelles, il a rencontré le président Ibeka en personne. Il a rencontré le directeur des services spéciaux pour leur dire qu'ils ont des informations selon lesquelles des personnes sont en train de monter des choses qui ne sont pas bien pour le Mali. Il faut arrêter d'armer une partie de la population contre l'autre. Qu'ils ont les preuves, ils connaissent les noms des gens qui sont dans cette entreprise malveillante. Ils ne l'ont pas suivi. Finalement, les ennemis du Mali ont profité pour s'engouffrer dans la brèche et organiser des assassinats massifs des populations avec la situation que l'on sait au centre aujourd'hui. Troisièmement, à l'ouest, dans la région de Kaï, il y a une situation d'insurrection aujourd'hui. Parce que des conflits qui datent de 200-300 ans sont en train d'être réveillés aujourd'hui. L'instabilité est en train de gagner l'ouest. Dans la région de Sikasso, qui est l'une des régions les plus paisibles, à la suite des élections législatives, lorsque la Cour constitutionnelle a organisé son 3e tour, pour ainsi dire, pour priver les populations de Sikasso de leurs députés élus, les populations sont sorties pour manifester. Le résultat, au lieu d'utiliser les forces de l'ordre habituelles, le gouvernement a envoyé contre les populations de Sikasso les forces spéciales antiterroristes qui ont été formées uniquement pour lutter et tuer des terroristes. C'est elles que le gouvernement a envoyées contre les populations de Sikasso, alors que toutes les forces de l'ordre étaient présentes. Cet acte a profondément choqué et porté atteinte à l'honneur, à la dignité des populations de Sikasso, qui sont en état d'une révolte. Une autre rébellion risque d'éclater dans le sud du Mali. Et donc quand on fait une vue panoramique du pays, tout l'État est en désagrégation. Aucun levier de l'État ne fonctionne.
Pendant ce moment, l'entourage du président a pris le Mali en otage. Tous les fonds alloués à l'armée sont essentiellement détournés. On ne sait plus où est-ce qu'on va. Et donc aujourd'hui, ce n'est pas une question d'IBK, ce n'est pas une question d'institution. Il est question du Mali, de la nation malienne. Et que si les Maliens ne se lèvent pas, c'est le pays qui va disparaître. Et donc il demande instamment aux familles fondatrices de Bamako de se ranger du côté du peuple pour aller expliquer à IBK qu'il doit comprendre et faire des concessions. Lui, imam, il a pu arracher du M5 RFP la mort dans l'âme. Le M5 RFP a accepté d'épargner l'institution président de la République. En dehors de cela, plus rien ne peut être négociable. Mieux, lorsque le président est revenu du sommet du G5 Sahel en Mauritanie, ils se sont vus hier. Qu'est-ce qui s'est passé lors de la rencontre? Dans cette rencontre, je ne vais pas donner les détails. Je résume parce que ce n'est pas nécessaire. Le plus important, c'est qu'il a eu le sentiment qu'on veut le détacher du M5 RFP. On veut lui proposer des situations qui apparaîtront forcément aux yeux du peuple malien comme des actes de trahison. Or, lui, il a pris l'engagement auprès du M5 RFP qui ne trahira pas la cause du Mali. Et donc, il a dit au président Keïta que lui n'a rien à demander. On n'a rien à lui offrir. Il faut qu'il discute avec le M5 RFP. Et ce qu'il le conseille, c'est de garder son pouvoir, son poste de président de la République et ne rien négocier parce que toute négociation aujourd'hui apparaîtra aux yeux de l'écrasante majorité de la population comme étant des arrangements encore entre les hommes politiques et le président et entre les hommes politiques et lui. Et l'espoir soulevé par ces masses dans tout le pays, il faut le satisfaire et de ne pas tergiverser. Il demande donc aux familles fondatrices de peser de tout leur poids auprès du président de la République pour qu'il ait le sens de l'écoute, pour qu'il ait le sens de l'histoire, pour qu'il ait le sens de l'honneur et qu'il sorte des griffes de ceux qui sont en train de lui dire accroche-toi, tu as le pouvoir, il faut refuser ça, il faut refuser ça. Ce n'est pas un bon choix pour lui. C'est le conseil qu'il leur donne. Les familles fondatrices se sont engagées sur des choses que je n'ai pas mission de développer. Ils ont leur porte-parole qui doivent dire ce qu'ils ont dit. Moi, je garde ce qu'ils ont dit. Pour le comité stratégique, le compte rendu fidèle a été fait tout de suite. Et je crois que ça soulage tout le monde. Merci bien. D'accord. Est-ce que le mot d'ordre du rassemblement du 10 juillet est maintenu? Vous venez d'assister à une réunion du comité stratégique où nous avons demandé à la jeunesse du M5 RFP de s'organiser d'ici lundi et proposer au comité stratégique un plan d'opération pour qu'à partir du vendredi 10 juillet, le pays soit mis dans une situation de désobéissance civile totale. Que l'on montre que le peuple malien, dans sa majorité, n'est pas avec ce pouvoir. Les rassemblements sont maintenus, la mobilisation est maintenue. Nous mettrons la semaine à profit pour parachever tout et nous rentrons en action à partir du vendredi 10 juillet. C'est ce qui a été décidé. Si entre-temps, Dieu fait qu'il y ait une solution, nous allons l'exposer dans ces rassemblements-là. D'accord. Ce qui a été Donc décidé, cela veut dire que quoi qu'il arrive, il y aura le rassemblement. Ces rassemblements auront lieu et leur vocation, c'est de rendre compte des résultats des démarches qui sont en train d'être faites par notre autorité morale. Nous ne ferons rien sans tout harmoniser avec lui désormais. Tout ce que nous décidons, nous l'avisons, nous discutons. Lorsqu'on est d'accord, on rend public pour qu'il n'y ait plus de malentendus entre nous. Et je pense qu'il nous a fait cet honneur. Nous devons être à hauteur d'attente historique des Maliens. Les Maliens fondent leur espoir dans le M5 RFP. Le monde entier nous regarde. Nous devons parvenir à ce qui ne s'est jamais passé.
changement en profondeur d'un régime sans violence, sans rien casser dans notre pays. Et les mots-clés du M5 RFP, c'est le rassemblement des forces patriotiques. Donc c'est les patriotes, ceux qui ont souci du Mali. Nous ne disons pas que nous sommes les seuls. D'autres sont en train de nous rejoindre. Et pendant ces derniers jours, vous avez vu même aujourd'hui les adhésions massives d'associations, d'organisations, de fêtières, de personnalités indépendantes, de hauts cadres. D'autres mots d'ordre du M5 RFP, c'est la refondation de l'État malien. Il ne s'agit pas de changements cosmétiques. Il ne s'agit pas de donner des postes de ministre à quelques personnes. Il s'agit de changements en profondeur. Il s'agit de refonder l'État malien, de refonder ses institutions, de refonder la façon dont les lois qui gèrent notre pays sont construites, les lois électorales, les lois de découpage administratif, la Constitution, l'accord pour la paix et la réconciliation, sa mise en œuvre. Il faut le prendre en main et le mettre en œuvre de manière à ce que toutes les parties aient satisfaction et que la paix revienne dans notre pays. Nous avons dit ensuite que nous voulons que tout cela conduise à un Mali nouveau, Mali croix. Mais tout cela doit avoir un soubassement, reposer sur les valeurs de société, sur notre culture. Il faut qu'une fois en Afrique, des citoyens, des cadres d'un pays imaginent, mettent leur génie à profit pour créer le système institutionnel, organisationnel et politique pour stabiliser leur pays, pour bien le gérer, pour que tous les citoyens trouvent leur compte. Je pense que cette crise, quelle que soit la sortie, comme l'a dit un ambassadeur, a un grand mérite. C'est de refonder la démocratie malienne, dont l'image a été vendue abusivement à l'extérieur. Mais ce n'est pas ça le débat. Voilà ce que nous souhaitons. Et nous souhaitons de tout cœur que le président Ibrahim Boubacar Keïta puisse être inspiré par le bon Dieu dans ces 48-72 heures qui viennent. Parce qu'au Mali, nous sommes tous parents. Nous sommes tous des parents venus les uns des autres. Comme on dit chez nous, quand tu pinces l'oreille de quelqu'un à Caille, c'est à Gao et Kidal qu'un autre va pleurer pour dire que ça lui fait mal. Donc nous voulons qu'ils comprennent. Les gens n'ont rien contre la personne. Mais nous ne pouvons plus continuer. Le peuple malien ne peut plus continuer. Ne peut plus accepter d'être gouverné comme par le passé. Et il doit comprendre qu'il ne peut plus, il ne doit plus gouverner le Mali comme par le passé. S'il le comprend, je suis sûr qu'il sera honoré. Il rentrera dans l'histoire par la grande porte. Et l'Afrique entière va regarder le Mali comme exemple. Et M5 RFP aura donné au nom du peuple malien une histoire, une leçon à l'ensemble du monde et à l'Afrique. D'un peuple déterminé qui prend son destin en main, qui reconstruit son pays,